Bon, pour que nous commencions l'atelier à l'heure, je vais juste présenter donc, les deux animateurs de cet atelier. Donc, Guy Thomas qui a mis en place, organisé et réuni ce panel d'intervenants et qui est donc expert sur tous ces sujets de réfrigération pour le sémafroid, avec sa longue expérience en la matière. Et Jean-François Assier, qui est directeur du pôle essai et qui dirige le laboratoire de Fresnes, et que certains d'entre vous connaissent très bien, et qui donc en particulier gère le laboratoire d'essai des meubles frigorifiques de vente qu'on trouve dans les magasins, mais aussi toute la partie traçabilité des températures, enregistreurs, thermomètres, et puis les autres matériels que l'on va retrouver dans les magasins, que ce soit les centrales de production de froid ou les climatiseurs, et puis aussi tout ce qui est en amont ou en aval, en particulier le transport. Guy et Jean-François, je vous laisse animer cet atelier sur les magasins et je laisse ma place aussi à Ibrahim qui interviendra sur le sujet. Merci Gérald. Bien, merci à vous tous donc d'être parmi nous pour cet atelier sur le thème de la chaîne du froid en magasin. Pour traiter de ce sujet, nous avons réuni autour donc, de notre table virtuelle des intervenants qui viennent d'horizons divers, mais qui sont tous, à un titre ou à un autre, liés à cette chaîne du froid. Je vous les présenterai plus précisément tout à l'heure, mais d'ores et déjà, nous sommes entourés par ordre alphabétique de Hervé Bayon, Christophe Lameau, Lionel de Widerspark et Ibrahim Zaïd. Côté pratique, je renouvelle ce que dit Gérald, à savoir que tout au long de cet atelier, vous pouvez poser des questions en cliquant sur l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre écran. Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à conserver les aliments pour en profiter le plus longtemps possible. Ainsi, au départ, un simple trou dans le sol rempli de neige faisait office de glacière. Puis, ce furent de grandes pièces enterrées dans lesquelles on entassait de la glace que l'on récoltait l'hiver sur les plans d'eau. À la fin du XIXe siècle, les premières machines frigorifiques à vapeur ou à pétrole sont mises au point. On connaît notamment celle de l'allemand Karl von Linde en 1877. Et des entrepôts furent convertis en fabrique de glace artificielle. Depuis, bien sûr, les choses ont bien évolué. Et je lisais récemment que si on mettait bout à bout tous les meubles et toutes les vitrines réfrigérées à température positive et que à température positive, qui existent dans les supermarchés et les autres surfaces de vente, alors on pourrait couvrir la distance Toulouse-Paris. En sachant cela, on comprend mieux l'importance de ce type d'équipement en froid industriel et commercial. Donc les meubles et les vitrines frigorifiques permettent l'exposition des produits alimentaires frais ou déjà congelés qui sont destinés à la vente, et tout ça en respectant à la fois la réglementation et la chaîne du froid. Je rappelle que les premiers essais climatiques sur des équipements de type meubles frigorifiques de vente, vitrines verticales et îlots réfrigérés pour le stockage de denrées périssables et à groupe déportés ont été réalisés dans la cellule climatique des laboratoires en grec du sémafroid à Fresnes, ici là où nous sommes aujourd'hui. Pour nous parler de tout cela, je vais passer la parole à Ibrahim Zaïd. Ibrahim Zaïd, vous êtes ingénieur, vous êtes responsable d'unité certification laboratoire sémafroid et votre mission est de développer puis mettre en place des certifications volontaires dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la chaîne du froid et de la logistique urbaine silencieuse à travers Certibri, que par ailleurs j'ai l'honneur de bien connaître. Vous êtes un spécialiste des normes et des labels et vous participez à différents comités de labellisation et vous animez notamment le comité de labellisation certicole du sémafroid. Alors Ibrahim, est-ce que vous pourriez nous présenter la philosophie de la labellisation certicole et plus particulièrement les essais de performance et la norme 23953? Merci Guy pour cette introduction. Donc, je vais vous parler en fait d'essais de meubles frigorifiques de vente. Quels sont les essais que l'on réalise au laboratoire
COFRAC du CMA-Froid, et ensuite comment on met en place la certification Certicol HACCP, plus particulièrement par rapport aux meubles de vente. Donc, aujourd'hui, les essais de meubles frigorifiques, on a une cellule d'essai qui est qualifiée selon la norme NF 23953-2. Donc, le laboratoire EcoFrac selon la 17025. Et en fait, on réalise des essais particuliers parce qu'on est soumis en fait à des essais particuliers parce qu'on doit en fait maîtriser la vitesse d'air qui doit être comprise entre 0,1 et 0,2 mètres secondes, avoir un éclairement selon une quantité de luxe, et on réalise selon des conditions ambiantes très particulières. Ici, j'ai mis un exemple de classe 3 qui est 25 degrés et 60% d'hygrométrie, mais on a l'ensemble des classes que l'on peut tester dans la cellule frigorifique, dans laquelle on qualifie chaque année selon un protocole très particulier et un système qualité qui est mis en place par le laboratoire. Donc ça, ce sont les conditions d'essai que réalise le labo. Donc on réalise différents types d'essais et différents types de meubles. Donc on peut être sur des meubles logés, des meubles déportés et d'autres machines frigorifiques. Mais dans le cadre de la certification qui va en découler derrière, on est sur des meubles logés fermés et des meubles déportés fermés également. Par contre, pour les meubles déportés, nous avons besoin de bancs d'essai. Donc le laboratoire qui est dirigé par M. Assier dispose de différents bancs d'essai qui permettent de pouvoir tester ces types de machines frigorifiques. Donc là, on a un exemple de banc d'essai auquel on raccorde en fait, nos différents meubles CO2 pour pouvoir en fait, tester ces machines sur un même banc. À l'issue de ces essais, là, en fait, on va avoir différents types d'essais. On a les essais de type visuel, donc ça va être les contrôles d'étanchéité pour les portes, pour les couvercles, les dimensions également au niveau des meubles. Pourquoi? Parce qu'on fait des vérifications dimensionnelles par ce qui est affiché sur les notices techniques et les documents constructeurs. On va vérifier les volumes également des plans de chargement. Après, il y a des exigences que l'on va regarder, c'est l'aptitude de nettoyage. Donc un meuble, est-ce qu'il est facilement nettoyable ou pas? Les différents caractères ajustés serrés au niveau de la jonction des différentes surfaces. Et également les marquages sur les limites de chargement, la plaque signalétique, la charge au niveau des réfrigérants et l'ensemble de ces informations-là. Ensuite, il y a les essais de performance qui sont sur une mise en place normée du meuble dans la cellule, avec des essais, avec des paquets tests que l'on vient d'instrumenter à différentes positions très définies dans la norme 23953. On va également vérifier les différents dégivrages parce qu'on sait que sur une machine frigorifique et sur un meuble de vente, on a la capacité de pouvoir le régler, soit mettre sur 4 dégivrages sur 24 heures, sur 2. Mais le fait de pouvoir modifier ces réglages va modifier la consommation du meuble. Donc ces informations-là sont notées dans les rapports d'essai, sont consignées donc pour pouvoir en fait déterminer quelle est la consommation maximale d'un meuble pendant toute la durée de l'essai. Donc ensuite on va parler de consommation d'énergie. Aujourd'hui, on essaie de pouvoir optimiser les consommations énergétiques au niveau des meubles. Donc l'ensemble de ces éléments va permettre de consigner dans un rapport d'essai COFRAC l'ensemble des paramètres qui ont été introduits au niveau du meuble. Donc ici, vous avez en fait les références et les exigences. Je ne vais pas les nommer complètement, mais vous avez les références au niveau normes, essais. Après, vous avez le cahier des charges Certicol HACCP qui va introduire et émettre l'ensemble des exigences au niveau des meubles sur la partie température, nature du fluide, nettoyage. On va également vérifier les excursions lors des dégivrages au niveau des températures d'air. Donc, ces exigences-là sont introduites dans le cahier des charges. Donc, une fois qu'on en a fait réalisé les essais au laboratoire et que l'on a un rapport COFRAC du labo, on peut demander une certification Certicol HACCP meuble de vente. Pourquoi choisir cette certification? C'est qu'en fait, cette certification va vous permettre de garantir les essais de type des produits de référence, des audits de la production
et un contrôle de la production par des tests. Donc l'ensemble de des meubles qui ont été certifiés auront une étiquette certicole comme quoi ils sont conformes par rapport au cahier des charges. Donc on va vérifier également pour maintenir le label l'ensemble de la production, et on fait une vérification périodique de conformité selon le volume de production pour pouvoir maintenir le label de chaque équipement. Donc les objectifs du label certicole, c'est de fixer des exigences de qualité au regard des attentes en matière de chaîne du froid, c'est-à-dire qu'on va vraiment définir la classe du meuble selon le rapport d'essai qui a été réalisé au laboratoire, en disant si c'est un meuble 3M1, c'est un meuble 3M1 strict, 3M1 à -1 plus 5, sans tolérance sur les différents types de classes que l'on peut avoir. Ensuite, c'est avoir une reconnaissance européenne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le label certicole HACCP n'est pas un label français, mais européen, et où on a l'ensemble des constructeurs de machines frigorifiques et de meubles frigorifiques qui adhèrent au label pour pouvoir avoir cette reconnaissance et aussi structurer les échanges entre les clients et les fabricants. Pourquoi? C'est pour pouvoir expliquer quelle est la classe 3M1, quelle est la classe 3M0, qu'est-ce que l'on a fait pour pouvoir améliorer les meubles frigorifiques de vente, et ça permet aussi d'avoir une garantie au niveau des critères supplémentaires, c'est-à-dire que c'est une labellisation tierce partie qui va venir certifier et être un signe de reconnaissance et un gage de confiance par rapport à la certification et aux essais que vous avez réalisés. Donc, dans le schéma de labellisation, que je vous l'ai dit, donc il y a deux parties. La première partie qui est la partie essai au laboratoire et une partie audit. Il faut que les deux parties soient conformes pour pouvoir obtenir un certificat certicole meuble de vente. Et on peut voir que le label est valable 3 ans et on a en fait une vérification périodique pour pouvoir maintenir le label. Ce n'est pas un label qui est délivré à l'initiale avec un certificat de type et qu'on n'a pas de vérification tout au long de la certification. Donc ici, vous avez le cycle de vie d'un fabricant qui, lui, doit tester en continu l'ensemble de sa production avec des tests allégés selon ses propres procédures. Et chaque année, lors de l'audit de la production et selon le volume de production, l'auditeur prélève un meuble pour pouvoir être testé au laboratoire Sémafroid pour vérifier que l'essai de type est toujours conforme par rapport à ce qui avait été présenté. Donc, sur un parc de meubles labellisés certicole, donc le constructeur ou le détendeur de ces meubles doit avoir un suivi continu de ces meubles, c'est-à-dire vérifier que la maintenance est bien réalisée et que l'exploitant qui utilise ces meubles s'assure que le parc est toujours conforme par rapport au cahier des charges certicole qui a été mis en place. Donc, comment demander en fait le label certicole? Tout d'abord, il y a une demande de labellisation initiale qui est faite par le demandeur ou le fabricant. À l'issue de cette demande, à l'issue de l'analyse du dossier, on réalise des essais complets au laboratoire au Sémafroid et on a la partie certification et audit qui va aller auditer le constructeur du meuble. Et une fois que l'on a cette certification, le constructeur et le fabricant réalisent des tests unitaires en fin de production pour s'assurer que ces paramètres sont conformes. Ensuite, on a une demande de renouvellement qui est sur le même process, c'est essai au laboratoire et audit et vérification unitaire. D'où le contrôle en continu du système mis en place et du process mis en place par le constructeur dans la démarche certicole HACCP. Donc le label certicole est délivré en fait par un comité de labellisation. Ce n'est pas uniquement le Sémafroid qui émet une certification, mais un comité de labellisation qui est constitué par des professionnels. Donc on a 35% d'utilisateurs dans lequel fait partie Perifem, on a les pharmaciens pour la partie pharma, on a également 39% de fabricants, l'administration qui fait partie à 9%, la DGAL, et les experts
à 17%. Donc, lorsque l'on a une demande de labellisation, on présente au comité de labellisation un dossier anonyme dans lequel on aura des résultats d'essais établis par le laboratoire et des résultats d'audit par le service certification. Donc, on discutera de chaque dossier, de chaque appareil souhaitant intégrer et rentrer dans la labellisation, auquel le comité donnera un avis favorable sous réserve ou défavorable. Une fois que nous avons cet avis, on émet un label et on émet le certificat pour chaque équipement dont l'accord est favorable à la certification Certicol. Pour terminer, le comité de labellisation est constitué de différentes sociétés et de différents acteurs, dont le président fait partie de Sanofi Pasteur, M. Steller. Ensuite, nous avons 3 vice-présidents qui représentent différents corps de métier. Donc, le premier, M. Lamois, qui est vice-président de la société Sofrigam pour la partie emballage alimentaire et pharma. M. Vanson, qui est vice-président du comité Certicol et qui est directeur technique de chez Petit Forestier, et M. Kaufmann, qui est vice-président également, qui représente Perifem. Donc, l'ensemble de ce comité intervient et discute des améliorations au niveau des cahiers des charges, des évolutions, et également, pour terminer, dans la partie Certicol Pharma, on est en discussion sur tout ce qui est consommation énergétique, l'introduire sur les calculs réalisés par un essai du laboratoire, obtenir ces essais et faire les calculs de consommation énergétique pour pouvoir mettre en place les indicateurs d'économie d'énergie au niveau de ces meubles. Je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je laisse la parole à Guy. Merci, Ibrahim. Je regarde sur les questions. Nous n'avons pas de questions qui est arrivée pendant votre intervention. Donc, tout était clair et limpide. Merci, Ibrahim. Nous avons donc eu le point de vue donc, du laboratoire de labellisation. Maintenant, nous allons nous tourner vers le fabricant de meubles, puisque c'est à eux que s'adresse également cette labellisation. Et nous avons autour de la table Lionel de Widersbach, qui est responsable du marketing chez Excal France. Excal est une entreprise familiale qui fabrique des meubles de vente logés et déportés. Et votre mission est, je cite, « fournir un produit d'excellence pour l'exposition à la conservation alimentaire au travers de solutions locales, innovantes et durables ». Et vous me disiez, lorsque nous avons préparé cette table ronde, que votre choix était délibérément orienté vers la diminution du TCO de vos meubles. Et donc, vous allez nous parler de techniques de conservation, de classe de température, de performance de meubles de vente. Et puis, vous nous direz pourquoi vous avez demandé la labellisation Certicol et ce qu'elle vous apporte. Je vous donne la parole, Lionel Widersbach. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Je vais vous faire une petite présentation rapide d'Excal. Également, vous présenter la façon d'optimiser la conservation des produits en meubles frigorifiques de vente, la façon également dont nous évaluons les performances de nos meubles frigorifiques de vente, et puis comment nous les validons derrière. Donc Excal, c'est une société familiale qui est basée en Espagne, dans la région de Navarre, à Marcia exactement. C'est une société qui a été créée en 2005, donc il y a 15 ans aujourd'hui, qui est présente sur le marché français depuis un petit peu plus de 8 ans maintenant. C'est une société qui est dédiée dans la conception et la fabrication de meubles frigorifiques de vente, des mobiliers frigorifiques à groupe à distance, donc à relier sur centrale ou groupe indépendant, des mobiliers frigorifiques à groupe logé et des mobiliers concept sur mesure sur la base de nos coques techniques qui sont adaptées pour les besoins de certains de nos clients. Notre usine a été agrandie en début d'année 2020 et nous avons aujourd'hui une capacité de production de 80 000 meubles par an. Excal, depuis son origine, comme vous le disiez en introduction, a développé son matériel sur la base du coût cycle de vie. Notre objectif, c'est de faire en sorte, pas forcément d'avoir le meuble le moins cher du marché, mais d'un point de vue coût cycle de vie, effectivement, d'avoir le meuble le moins cher ou le plus compétitif. Donc, on prend en compte l'ensemble des éléments.
On est contributeur des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça fait partie de nos objectifs stratégiques. Nous en avons choisi 3 dans le cadre de nos stratégies d'entreprise, mais nous collaborons dans les autres objectifs de façon linéaire. Alors, si on parle de réfrigération et de congélation, ce sont 2 types de techniques différentes. En ce qui concerne la réfrigération, le principe est de diminuer la vitesse des réactions chimiques et biochimiques en abaissant la température. Et en ce qui concerne la congélation, c'est l'inhibition de la prolifération microbienne en descendant à des températures en dessous de 0. Je vais me centrer un petit peu plus sur la partie réfrigération froid positif, qui consiste à maintenir les produits à une température stable aux alentours de 0 degré. Alors si on regarde, on pourrait appeler ça le thermomètre bactériologique, on voit où se situent les différentes classes de conservation. Donc pour ce qui est de la réfrigération, c'est de la conservation à court terme. Les températures doivent se situer toujours entre -1 et +6 degrés en fonction des typologies de produits. Donc on va retrouver les 5 classes de température, H1, H2, M1, M2 et M0. Sur la partie négative congélation, on est plus sur des aspects de conservation long terme, avec 3 classes de température et des produits qui doivent se trouver en permanence entre -18 et -12 en fonction des classes de température. Et puis pour les produits chauds, la conservation doit se faire au-delà des 65 degrés à cœur. Alors depuis les débuts de la réfrigération commerciale, c'est essentiellement les produits de première, deuxième et troisième gamme que l'on retrouve, mais depuis maintenant de nombreuses années, des nouveaux produits apparaissent, les produits de quatrième gamme, les produits de cinquième gamme, et également les produits de sixième gamme qui sont des produits lyophilisés. Tous ces produits nouveaux requièrent des degrés de température parfois beaucoup plus stricts, et qu'il est important de conserver dans de bonnes conditions. Donc si on prend par catégorie de produits, tout ce qui est légumes ou fruits vont se retrouver dans des configurations de température entre -1 et +10, les classes H1 et H2. La quatrième gamme qui découle de ces produits-là, mais qui est une transformation de ces produits, pour la grande majorité demande une conservation en M0, c'est-à-dire avec une température située entre -1 et +4 degrés. Les produits laitiers, charcuterie 5e gamme se retrouvent plutôt sur des températures M1, M0, M2. La charcuterie, c'est essentiellement les produits M1, mais il y en a quelques-uns qui se trouvent en catégorie M2. La 5e gamme, la grande majorité également requiert une conservation M0 entre -1 et +4. Tout ce qui est viande et poisson sont généralement situés en conservation M1, mais de plus en plus de produits transformés notamment demandent également une conservation de produits entre -1 et +4 degrés. Alors si on parle de caractéristiques des aliments, on a tous observé en magasin des altérations des produits dans les meubles frigorifiques de vente, que ce soit des paquets gonflés ou des produits détériorés qui ont perdu de la couleur. Tout ça, c'est dû à la caractéristique des aliments, qu'on peut catégoriser en 4 grandes parties. Les caractéristiques sensorielles, qui vont liées à la couleur, à la saveur, à l'odeur. Les caractéristiques physiques, c'est la texture du produit. Les caractéristiques nutritionnelles, évidemment. Et puis les caractéristiques temporelles, c'est-à-dire que tous les produits ont une durée de vie plus ou moins longue en fonction de leurs caractéristiques. La température de conservation a un impact sur toutes ces caractéristiques-là. C'est très important de choisir un meuble frigorifique de vente adapté pour chaque catégorie de produit. Donc aujourd'hui, si on prend un meuble M0, c'est-à-dire un meuble qui va être capable de conserver un produit à cœur entre -1 et +4 degrés, ce meuble-là, on pourra le faire fonctionner en M1, en M2 ou en H. C'est-à-dire que c'est un meuble qui sera capable de conserver tout type de produit en froid positif. Si on prend un meuble M2, c'est la même chose, mais on va se retrouver avec un meuble capable de conserver entre -1 et +5, et donc de
conserver également des produits M2 ou H. Et même chose pour un meuble M2, il sera capable également de conserver des produits H. En revanche, un mobilier classé H ne sera pas forcément M1, M2 ou M0. Tout dépendra de sa performance et ainsi de suite pour le M2 ou pour le M1. Donc, utiliser un meuble classé M0 va vous assurer de conserver de façon adaptée tous vos produits alimentaires. Un autre aspect qui est important, c'est la stabilité de la température dans le meuble froid. C'est-à-dire que quand on parle d'une classe, ici on est parti sur la classe M0, en fait la température à l'intérieur du meuble va varier, on va faire varier la température produit. Cette variation, elle peut être plus ou moins importante. Et en fait, moins cette variation est importante, et moins l'impact sur le produit sera important. Donc, la variation de température au sein du meuble froid va également avoir un impact et donc va donner une idée de la performance à l'intérieur d'une même classification. Alors, le second point que nous souhaitons aborder est plus lié à l'aspect consommation en général. On sait qu'aujourd'hui, en dehors du Covid-19 qui nous concerne tous dans l'actualité, il y a également des points extrêmement importants au niveau de l'humanité et pour lesquels il est toujours bon de rappeler la situation. Ce qu'on appelle le Earth Overshoot Day, c'est la consommation des énergies qui peuvent être et des matières qui peuvent être renouvelées en une année par l'ensemble des pays dans le monde. Aujourd'hui, on consomme à raison de 1,75 l'ensemble des matières sur une année. C'est-à-dire qu'on n'a pas de renouvellement possible. En ce qui concerne le CO2 dans l'atmosphère, on a atteint en 2019 des records avec des quantités supérieures à 400 parts par million. Et puis, des études ont démontré que les inefficiences de tout type représentent aujourd'hui 39% de ce que nous consommons. Donc aujourd'hui, travailler sur les inefficiences, que ce soit dans nos process, dans nos industries, dans nos façons de fonctionner, c'est également contribuer à améliorer et faire en sorte que nous puissions avoir un monde un petit peu plus durable. Et aujourd'hui, se fixer des objectifs inférieurs à 50% seront insuffisants pour pouvoir revenir à une situation durable. Alors, les textes et les lois évoluent. L'éco-design et l'écolabel a été mis en place et va rentrer en application au 1er mars 2021. Ça signifie que pour le secteur de la réfrigération, l'ensemble des mobiliers devront être équipés étiquetés d'un label d'efficacité énergétique. Donc, ce label comportera deux indications principales. La première, c'est sa classification, et la seconde, c'est sa consommation annuelle. Alors, si on prend l'évolution des meubles frigorifiques de vente, en l'occurrence ici sur le mobilier vertical positif, les améliorations sur les 15-20 dernières années, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu de grands changements. Mais aujourd'hui, le benchmark européen qui a été fait pour l'établissement de l'éco-design et de l'écolabel dit que le meilleur meuble frigorifique de vente aujourd'hui sur le marché est un meuble classé C. C'est un meuble vertical positif à porte. Donc aujourd'hui, on a encore des marges de manœuvre importantes pour pouvoir arriver sur la classification B et la classification C. Quand on regarde l'effort qu'il faut faire pour passer d'un meuble C à un meuble B, en moyenne, c'est 43%. Et pour passer d'un meuble C à un meuble B à un meuble A, ce sera de l'ordre de 50%. Nous avons chez Excal présenté un mobilier classé B sur le salon d'Euroshop. On poursuit nos travaux pour essayer de tendre le plus possible vers des mobiliers de classification A. Alors, aujourd'hui, comme tout fabricant, nous avons un process d'autocertification de notre matériel. Nous disposons de chambres d'essai,
laboratoire pour pouvoir faire ces tests selon la norme 23953. Mais pour nous, l'enjeu est tellement important qu'il est nécessaire de faire cette certification par des tiers. Donc nous avons, choisi de travailler avec le Sémafroid. Ce sont des tests qui sont faits soit à la demande de nos clients, soit de notre part directement, pour pouvoir valider les éléments que nous mettons à la disposition de nos clients, que ce soit d'un point de vue consommation énergétique ou que ce soit d'un point de vue performance frigorifique. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Ah, ben je recommence tout. Je recommence tout. On ne vous entendait pas, Guy. Hein. Bon, ben je recommence tout. Alors, donc, je remerciais déjà au départ, Willersbach, donc de son intervention qui était fort intéressante, pour laquelle je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Et je disais que nous avons encore beaucoup de choses à faire les uns et les autres pour que la planète ne consomme pas plus, que nous ne consommions pas plus, nous, citoyens, plus que la planète ne produit. Et quand on voit le chiffre de 1,75 qu'a présenté Lionel de Willersbach, on peut être très inquiet. Je disais ensuite que nous avions passé la parole à Christophe Jameau. Christophe Jameau, et là nous aurons le point de vue d'un utilisateur. Christophe Jameau est chef de produit chez Petit Forestier. Et à ce titre, c'est un fin observateur du marché européen des meubles de vente frigorifique, puisqu'il a en charge le développement de l'activité location chez Petit Forestier, qui définit donc les gammes de meubles qui seront présentés à ses clients, qu'il participe à l'élaboration des stratégies marketing et également qu'il pilote les projets innovants. Christophe Jameau est également membre du comité de labellisation certicole dont Ibrahim nous a parlé précédemment. Et j'en profitais pour dire que Ibrahim vous avait quitté, non pas pour nous abandonner, mais parce qu'il part sur un groupe de travail normatif pour travailler donc, je disais qu'il était très actif dans ce domaine, pour travailler donc à l'élaboration de nouvelles normes au sein de groupe de travail ad hoc. Je reviens sur le Petit Forestier. Petit Forestier possède un parc de meubles labellisés certicole HACCP d'environ 15 000 meubles, ce qui représente le premier parc français, voire international. Alors vous, Christophe, chez Petit Forestier, comment vous intégrez cette labellisation? Qu'est-ce qu'elle apporte comme garantie pour les consommateurs? Et pour vous, Petit Forestier, quels avantages vous pouvez en retirer? Je vous passe la parole. Bonjour Guy, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Tout fonctionne bien? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Parfait. Oui, effectivement. Donc, dans l'introduction, vous disiez que, en tant que loueur de meubles frigorifiques, on a fait le choix de labelliser une partie de notre parc de meubles frigorifiques de vente. L'objet de la présentation, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans la démarche, l'objet de la présentation ici est de vous expliquer un petit peu pourquoi on l'a fait à l'origine et de vous donner un feedback sur les avantages qu'on a eu à ce jour à labelliser notre parc de meubles. Donc moi, là, ce que j'ai prévu de vous présenter, c'est déjà en quelques mots le meuble, le groupe Petit Forestier. Donc là, vous voyez Madame derrière, je suis désolé. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix d'un label? Ensuite, comment ça fonctionne? Alors, ça va reprendre un petit peu ce que Monsieur Zaïd a expliqué tout à l'heure. Et puis un retour d'expérience avec quelques chiffres. Donc, le groupe Petit Forestier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chiffre d'affaires de 810 millions d'euros. 4500 collaborateurs avec une spécialité qui est la location dans le domaine du froid. Donc, l'activité principale aujourd'hui, c'est le transport, enfin, c'est les véhicules frigorifiques. Mais deux autres activités également existent, la location de meubles frigorifiques et la location de containers. Alors, nous, on va s'intéresser aujourd'hui à la location de meubles frigorifiques de vente, qui sont en fait des meubles
qu'on retrouve dans les grandes surfaces majoritairement. Donc, un loueur de meubles frigorifiques, en fait, je pense, présente plusieurs avantages. Celui de pouvoir mettre à disposition de ses clients un parc de meubles pour des courtes durées, qui reste l'activité principale. Et puis, de plus en plus, de la location longue durée également, sur plusieurs années. Des meubles qui partent et restent en magasin pour leur performance et pour un certain nombre d'avantages que nos clients vont y trouver. Et donc, c'est 85 000 expéditions de meubles par an, 12 000 meubles en longue durée et le reste en courte et moyenne durée. Et également, donc, la gestion de parc impose des milliers d'interventions SAV en préventif et curatif dans tous ces magasins. Donc, à ce titre, on a un feedback assez important du terrain sur les intérêts du label. Donc, pourquoi le label? À l'origine, le constat que nous, on faisait sur le marché, c'est qu'il y a certains contextes, il y a des normes, la norme ISO 23953 notamment, dont a parlé Ibrahim, et qui permet de définir les conditions de test de la performance froide et de l'économie d'énergie des meubles frigorifiques. Mais cette norme est en fait une norme internationale qui n'est pas d'application obligatoire. Donc, chaque fabricant sur le marché, chaque fabricant de meubles frigorifiques peut décider ou non l'application de ce protocole de test pour tester ses propres meubles. Et puis, en parallèle de ça, même s'il fait le choix de tester selon la norme ISO 23953, les constructeurs sont toujours juges et parties. Donc, c'est ce principe un peu d'auto-certification. Et donc, ils vont tester leurs meubles et puis dire eux-mêmes la performance du meuble, sachant que certains fabricants ne disposent pas des moyens nécessaires à l'application rigoureuse de la norme ISO 23953, qui est quand même quelque chose de très, très strict et qui nécessite des moyens au niveau des laboratoires que le SEMAFRA a mis en place, qui sont très importants. Au niveau de cette niche qu'est la location de meubles frigorifiques, on assiste, nous, sur le marché, alors ce n'est pas du tout notre cas, mais beaucoup de loueurs sont habitués à ce que j'ai qualifié de système D, c'est-à-dire qu'on a des meubles qui peuvent être, entre guillemets, bricolés ou modifiés sans faire attention aux spécifications fabricants en termes de performance froid notamment. Donc c'est pour moi assez catastrophique de retrouver des meubles comme ça dans les magasins. Nous avons pour le client final un manque de lisibilité des performances pour les clients finaux et utilisateurs. Alors, à qui s'adresse le label? Le label, pour un loueur, donc si on réfléchit à ce que ça nous a apporté, alors un loueur, nous on est loueur, donc nous ne sommes pas fabricants. Donc on est amené à visiter un certain nombre de fabricants sur le marché. Et donc, en fait, on fait ce qu'on appelle du sourcing et on va sélectionner les fabricants et les meubles qui correspondent à nos besoins sur le marché. Et donc là, en demandant un label Certicol aux constructeurs avec qui on collabore, on évalue la performance du meuble de manière tierce partie, de manière indiscutable. Donc, c'est un gain de temps et une valeur colossale pour nous. Ensuite, on évalue la capacité du fournisseur à fabriquer un meuble de qualité, notamment par tous les audits, avec un suivi régulier. Et enfin, on a cette notion de garantie de progrès du fournisseur, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Et ça, je pense que c'est vraiment un atout majeur. Pour le magasin, qui est notre client, on est dans ce qu'on appelle les règles HACCP en termes de fabrication de meubles et d'entretien. On garantit le respect de ces règles-là. Donc, on a déjà un socle de conformité qui est important pour le magasin et ça permet d'aller vers la maîtrise des consommations énergétiques. On reviendra dessus un petit peu plus tard également. Et enfin, pour le client final, on a la lisibilité de la température et de la performance énergétique via le sticker, le petit
autocollants Certicold qu'on met, et on impose sur les meubles Certicold également l'affichage de température en réel. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument indispensables. Alors, je vais reprendre le fonctionnement pour que ce soit un petit peu concret pour vous, le fonctionnement du label Certicold. Alors, deux phases en ce qui nous concerne. La phase qualification du constructeur, du meuble, et ensuite le suivi opéré par le loueur. Donc, les exigences côté fabricant sont aujourd'hui, donc en fait, quand on demande à labelliser un meuble Certicold, on a le prélèvement d'un meuble tête de série, et le test est fait dans le laboratoire du Sémafroid. Pour vous donner une idée, c'est un test qui dure au moins une semaine. C'est un test qui est très onéreux, hein, c'est ce qui est assez logique, et très rigoureux, avec l'utilisation de paquets tests qui simulent la charge en magasin, 48 sondes qui sont placées aux quatre coins du meuble, etc. Et donc, on en déduit la classe froid et énergétique du meuble. Ça permet de valider la conception du meuble, le concept, la conception du meuble. Je vois que vous me dites que le son est assez mauvais. Est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez mal? Vous m'entendez, Guy? Moi, je vous entends bien, mais je ne sais pas qui a... Ça grésille un petit peu, mais c'est Monsieur Youbi ici, mais qui m'a dit qu'on avait une mauvaise connexion. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu une petite perte de connexion. Bon, Oui. ça c'est revenu à la normale, tout va bien? Il y a eu un petit hiatus, mais là, c'est revenu. Pour moi, c'est correct. Ok. Bon, n'hésitez pas à nous prévenir si jamais ça ne fonctionne pas. Ok, c'est revenu. Au niveau, une fois qu'on a validé la conception du meuble, on demande au fabricant de faire des tests froids réguliers sur sa ligne de production. Donc, c'est des tests un peu plus, allégés par rapport aux tests faits en cellules climatiques, mais c'est quand même une garantie de suivi de la qualité. Et enfin, on a des audits annuels sur site. Donc, le Sémafroid se déplace tous les ans chez tous les fabricants, sur chacune des usines qui fabriquent les meubles labellisés. Et donc là, on est sur un audit assurance qualité et amélioration continue, avec cette volonté de faire progresser le fournisseur. Donc, il y a vraiment un lien entre nous, utilisateurs, qui restituons de manière, avant l'audit, on restitue les réclamations de qualité qu'on a pu avoir avec vis-à-vis du fabricant, et l'auditeur va orienter, en tout cas faire son plan d'audit en fonction des réclamations qui ont pu subvenir, notamment, hein, ce n'est pas le seul critère, mais c'est un critère important, et ça permet d'avoir une réactivité derrière et de résoudre vraiment les problèmes à l'origine, au niveau de l'usine de fabrication. Côté exploitant, donc nous, en l'occurrence, côté loueur, ce que nous demande le Sémafroid, c'est de faire des tests froids par prélèvement sur un nombre significatif de meubles. Donc, c'est des protocoles tests à vide, pas tests en charge, mais avec suivi en température et une analyse assez approfondie sur plusieurs heures. Donc, c'est un picking sur le parc assez régulier, ce qui permet de suivre la performance du parc dans le temps, en fait, hein, puisque le parc est labellisé. Et ensuite, il faut s'assurer qu'il est maintenu dans des conditions optimales. C'est pour ça que le Sémafroid inspecte les procédures de réparation et d'entretien. Et donc, les audits annuels, en fait, j'ai envie de dire, à chaque audit, l'inspecteur du Sémafroid demande un peu plus de garantie, demande de progresser, en fait, vers un système excellent, quoi, en termes de maintien. Alors, pour finir, un petit retour d'expérience. Donc, vous disiez en introduction, on a effectivement entre 14 et 15 000 meubles labellisés chez Petit Forestier à ce jour. Cette famille produit que vous voyez sur l'écran. Aujourd'hui, c'est plus que des meubles fermés, hein. Le label ne laisse plus rentrer de meubles ouverts, ce qui est logique. Mais il y a 5 ans, quand on a commencé à faire tester nos meubles, on avait encore des meubles ouverts qui étaient autorisés à rentrer dans le label. Donc, cette famille produit 14 000 meubles et des bénéfices pour Petit Forestier.
je vous en ai parlé, il y a ce côté filtre, ce filtre permettant de sélectionner les meubles les plus performants du marché, dans un marché qui est quand même très vaste. Donc ça, c'est quand même très confortable pour nous. Ce levier-là qui permet de faire évoluer les fabricants qui sont engagés dans le label. Et à ce titre, j'avais un exemple intéressant pour que vous voyez un petit peu de quoi il peut s'agir. Je pense que c'était il y a 3 ans. Le fabricant de meubles, de nos meubles labellisés, nous livre donc régulièrement des lots de meubles fabriqués dans son usine. Et on avait eu une réclamation qualité au sujet de problèmes de paramétrage des meubles. C'est-à-dire au niveau du régulateur, les meubles étaient mal paramétrés, arrivés chez nous mal paramétrés, donc risque en termes de régulation, il fallait qu'on recontrôle tout chez nous. Donc ça a été restitué au SEMAFROID et lors de l'audit, l'auditeur est allé rechercher la cause racine du problème sur les lignes de fabrication et a notifié ça dans le rapport d'audit, ce qui a fait l'objet d'une action corrective du fabricant qui a résolu le problème en introduisant un système en fait complètement automatisé pour le chargement des problématiques. On a une petite coupure là. Vous avez une petite coupure. C'est revenu, c'est bon. C'est revenu? Oui. C'est mon téléphone qui prend la main sur le... Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà, donc ça c'était un exemple d'évolution notable chez le fabricant. Et puis un argument commercial de poids face à des concurrents qui ne garantissent ni la performance froide ni la consommation énergétique de leurs meubles. Et puis pour ouvrir vers le magasin, on a une grosse enseigne de la grande distribution qui a adhéré, qui demande aux constructeurs de passer leurs meubles en certification, enfin en labellisation certicole, ce qui est, je pense, une bonne nouvelle pour le label. Disons que un des avantages supplémentaires pour eux, c'est qu'ils ont des exigences avec le décret tertiaire de moins 40% d'économie d'énergie, enfin, moins 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Et je pense que Certicol permet de mettre un socle, de caractériser les meubles. C'est une ouverture vers effectivement l'éco-conception, dont parlait M. Wiesbach tout à l'heure. Je pense que c'est un bon socle pour construire quelque chose de professionnel. Oui. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour votre conclusion qui, je crois, met deux points en évidence. Le premier, c'est que la labellisation permet effectivement d'intervenir sur des dysfonctionnements qui, sans ça, n'auraient pas été obligatoirement détectés et surtout remontés au niveau du fabricant pour être intégrés dans leur process de production. Et puis le deuxième, vous parlez des critères tertiaires. Aujourd'hui, tout le monde y travaille et effectivement, le label prendra en compte ces consommations énergétiques et ces réductions de consommation. Merci donc Christophe pour votre intervention. Après donc le laboratoire d'essai, après le constructeur de vitrines et l'utilisateur, maintenant on va donner la parole à l'académie, puisque nous avons autour de la table Hervé Baillon. Hervé Baillon est docteur vétérinaire et après avoir exercé pendant plusieurs années dans sa propre clinique vétérinaire et puis au sein de la DGAL, Vincent Baillon a créé sa propre structure As a Coach pour, dit-il, mettre son expérience au service des organismes souhaitant améliorer leur performance en matière de sécurité des denrées alimentaires. Et donc aujourd'hui, c'est nous qui allons pouvoir bénéficier de votre expertise, puisque vous allez nous parler de conformité, de référentiel FSQS et d'inspection. Et puis je voudrais aussi, s'il vous plaît, que vous nous parliez de l'offre commune de formation et d'expertise que vous développez avec le SEMAFROID. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Donc, bon, j'ai été présenté. Donc, je suis par ailleurs également évaluateur pour l'ECOFRAC dans le domaine 842, c'est-à-dire en fait les inspections relatives à la sécurité sanitaire des aliments selon l'ISO 17020. Pardon pour cette omission. Cette présentation vise un petit peu à enfoncer le clou. Hein. On m'a demandé un petit peu de jouer alors, je sais si je peux jouer sur l'avancée des diapos, je ne sais pas. Donc, on va essayer de jouer. Bon, on m'a demandé un petit peu de jouer, non pas les pères fouettards, mais un petit peu remettre un peu la pendule au milieu. Donc,
par rapport aux démarches qui sont actuellement en cours, donc l'important est de voir où doit se situer la conformité. Pour cela, on parlera des référentiels privés, donc le Food Store qualité standard qui a remplacé l'IFS Food Store, un petit peu de la norme NF V01015 qui concerne plus les restaurateurs, mais qui a vocation en fait à évoluer vers d'autres normes, puisque la 016 est sortie pour les traiteurs et les bouchers, et on peut espérer qu'en fait que ces normes privées se développent de façon également à développer une inspection privée venant appuyer, on va dire, le dispositif Alim Confiance de la DGL. Et nous finirons par l'inspection officielle, hein, et avec éventuellement les sanctions pénales, finalement, pour aussi vous inciter à venir nous voir en termes de conseils. Donc, où situer la conformité? Bon, on va rappeler en fait la notion de conformité qui se définit par rapport au matériel de contrôle qui est utilisé. L'arrêté du 23 octobre 2009, qui est relatif à la construction et au contrôle des thermomètres, destiné à mesurer la température des denrées périssables, ce sont donc définit des conformités par rapport aux thermomètres qui doivent être utilisés pour les contrôles de température des denrées par les agents de l'État, mais aussi pour des expertises portant sur ces denrées. D'une façon générale, l'erreur maximale tolérée est de plus ou moins 0,5 degrés. Pour le FSQS et pour l'NF V01015, la certitude de mesure classiquement admise est de 1 degré. D'une façon pratique, on va estimer qu'un produit est conservé à une température conforme quand la température mesurée avec ce dit thermomètre ne dépasse pas, enfin n'a pas un écart qui dépasse cette incertitude de mesure. Ce qui se passe donc pour les référentiels FSQS, j'essaye d'aller un peu vite parce que je vois qu'on a pris un peu de retard. Je pense que les organisateurs m'en seront reconnaissants. Donc, par rapport au référentiel FSQS, il faut savoir que très rapidement, les mesures qui seront prises au niveau des meubles froids vont induire des décotes considérables pour le magasin qui est inspecté selon ce référentiel. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, la conformité est établie par rapport à l'incertitude du thermomètre. La notion de dépassement de température raisonnable qui va induire une perte quand même assez considérable de points, puisqu'on va passer de 20 points à 5 points sur les items température, et pour un écart de 2 degrés, ce qui est extrêmement court, hein, sachant que ces écarts sont bien sûr par rapport aux températures cibles pour les produits. Hein. Donc, on a vu tout à l'heure, Monsieur Jameau nous a rappelé les normes concernant le M0 et le M1. La différence entre un M0 et un M1, très rapidement, selon la qualité du meuble, on va se retrouver dans des situations où on n'est pas sûr de pouvoir assurer les bonnes conservations des produits. L'intérêt d'avoir un meuble certifié, correctement suivi, correctement entretenu, hein, et également sans système D, si je puis dire, également, hein, comme on a pu l'entendre chez certains loueurs, ce qui est, je vous le confirme, assez régulier. Quand on fait un peu d'inspection, on constate assez souvent des meubles un peu bricolés sur le terrain. Donc, on voit que ces écarts de quelques degrés vont très rapidement influencer, sur la qualité du produit, mais aussi en termes d'image de marque du magasin, vont induire des notations très pénalisantes lors des audits FSQS, lors des inspections FSQS. Avec quelque chose qui arrive assez rapidement, puisqu'en fait, sur un écart de 4 degrés par rapport à un produit, on va se retrouver avec des KO. Alors, le KO pour une activité, si on prend par exemple l'activité, je prends l'activité traiteur au sein d'un magasin, il faut savoir que, bon, on ne va pas développer le mode de calcul de la note, hein, qui est une pondération et une moyenne, mais il faut savoir que dès lors que vous avez des écarts de l'ordre de 4 degrés, vous êtes en KO et ça représente quand même 25 points sur la note globale. C'est-à-dire que globalement, dès lors que vous avez un produit qui
qui signifie un KO. Donc, en fait, un produit qui va avoir un écart de 4 degrés, ce qui n'est finalement qui peut paraître pas très important. La note de l'activité sera notée globalement sur 75, ce qui est quand même déjà très pénalisant. Sachant que là aussi, l'importance de la certification montre en fait également l'importance de la cartographie du meuble. Et on a entendu tout à l'heure que lors d'une certification, on allait faire cette cartographie de façon très pointue avec un nombre important de mesures. Il faut savoir aussi que lors de l'inspection, eh bien, les températures seront prises de façon aléatoire et on peut très bien tomber sur des produits qui sont dans des zones chaudes. Alors, passant en outre, bien sûr, en plus, les problématiques de remplissage qui ne sont pas toujours respectées. Concernant la norme NF V01015, bon, c'est un peu le même principe, avec une interprétation de mesures qui, là, plus pour les activités petits magasins, on va se retrouver avec des températures conformes, avec des écarts tolérés qui sont l'incertitude de mesure de 1 degré, des partiellement conformes entre 1,1 et 3 degrés, des non conformes à 6 et des non conformes critiques supérieurs à 6, avec, là encore, des notations très importantes, des cotes très importantes sur la note du magasin qui va être inspectée. Donc là, nous sommes sur des normes privées avec des impacts sur, on va dire, la notation et sur éventuellement l'obtention de labels, comme le font aujourd'hui certains services d'inspection. C'est un domaine qui est en train de se développer, y compris pour les petits magasins. Et je pense que c'est une très très bonne chose, puisque ça vient compléter encore une fois le dispositif de contrôle officiel. En ce qui concerne les contrôles officiels, eh bien, le principe se réfère en fait à une gestion des non-conformités qui doit être faite en fonction du plan de maîtrise de l'entreprise. Donc, fonction des tolérances et des mesures correctives validées par l'établissement et validées également par les services de contrôle officiel, sachant que lors de contrôle, un écart par rapport à ces définitions de conformité peut conduire d'une part à une destruction de produits et dans certains cas avec des pertes très conséquentes. Moi, j'ai souvenir de certaines inspections qui ont conduit à la destruction jusqu'à 2 tonnes de produits, donc très rapidement ça peut chiffrer, et éventuellement des sanctions pénales. Donc, les 2 sanctions pénales qui sont appliquées dans le cas des écarts de température concernent la mise sur le marché de denrées animales ou d'origine animale non conforme aux normes sanitaires. On a vu tout à l'heure que la non-conformité se chiffrait en quelques degrés, donc ça va quand même assez rapidement. Bien évidemment, cette non-conformité, elle est également estimée en fonction de la sensibilité des produits. L'inspecteur n'aura pas la même sévérité sur un poisson sous vide ou sur des légumes en 4e gamme. La deuxième sanction pénale qui peut être prise concerne la production, transformation, distribution de denrées alimentaires animales ou d'origine animale dans des locaux où règne une température inadaptée. Ça concerne également les meubles de stockage. Nous avons donc des 2 références pénales qui sont ou des contraventions de classe 3 ou des contraventions de classe 5, donc quand même des amendes qui peuvent être notifiées par produit de 450 € ou de 1 500 € avec une transaction pénale possible, donc une petite réduction de peine, si je puis dire, si il y a transaction avec les services officiels. Donc tout cela pour dire que cette situation va induire bien évidemment d'une part l'utilisation d'un matériel fiable. Donc là, on revient bien sûr sur la certification, sur la labellisation certicole, mais également un accompagnement des professionnels dans la définition de leur plan de maîtrise sanitaire. Cet accompagnement, bien évidemment, doit faire appel à des expertises qui sont développées, notamment entre un partenariat notamment avec Alsecoach et le CEMAFROID, qui met donc en fait à la disposition des professionnels qui le demandent une expertise concernant la mise en place du plan de maîtrise sanitaire qui, encore une fois,
constitue un garde-fou et constitue aussi une sécurité par rapport aux mesures correctives à adopter. Très récemment, hein, c'est pas tout à fait dans le même domaine, mais pour rappeler quand même, nous avons très récemment un arrêt de la Cour de cassation qui concerne en fait la non-application du plan de maîtrise sanitaire, qui a conduit à la condamnation d'un professionnel. On est quand même sur quelque chose de 3 ans. Monsieur Bayon, merci beaucoup. Vous terminez sur une note positive, après avoir parlé un peu de sanctions. Vous parlez donc sur formation et expertise, donc avec l'offre commune que vous mettez à disposition avec le Sémafroid. Je vous remercie. Il est 11h01, donc nous avons légèrement débordé du temps qui nous était imparti. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci à vous tous qui nous avez présenté des documents fort intéressants et qui avaient enrichi notre culture. Et puis, je laisse la parole à Gérald, je pense qu'il va nous rejoindre. Merci et à bientôt. Pardon. Merci Guy, merci Jean-François pour l'animation. Le micro était coupé, je parlais dans le vide. Sur cet atelier du froid en magasin, mais qui est un peu plus largement sur la conclusion, on l'a vu avec l'intervention d'Hervé, le froid dans la sécurité sanitaire et qui est un élément particulièrement important, surtout dans une période de crise sanitaire qui nous rappelle que l'hygiène est un aspect particulièrement important dans, évidemment, la vie, la transmission, la prévention. On en a beaucoup parlé ces derniers temps pour la transmission du virus, mais aussi dans l'alimentation, même si nous avons la chance d'être dans un des pays où les problèmes sanitaires sont parmi les plus faibles sur l'alimentation, il reste encore des gens qui, chaque année, sont malades et intoxiqués par de l'alimentation et qui connaissent des difficultés, et on a encore des décès en France chaque année sur des crises sanitaires. Donc, il y a encore du travail à faire et de toute façon, dès lors qu'on parle de risque, c'est un travail de tous les jours et qui est sans fin. Donc, c'est un partenariat qu'on a développé avec Health & Coach, mais qui se développe sur l'ensemble de nos activités et nos activités d'inspection également, qui sont concernées par ces sujets-là.